Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cet épisode 7 de Spin Pro Start où on va voir justement les bluffs, quand il faut les faire, quand il faut pas les faire, qu'est-ce qu'un bon bluff, comment essayer de faire un bon bluff. Justement, on va voir tout ça ensemble. On est parti justement avec cette première slide que vous commencez certainement à connaître par cœur, mais pour ceux qui viennent d'arriver, elle est importante. Comment suivre la formation? Vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez sur l'onglet playlist que vous voyez ici, vous allez pouvoir voir la playlist Spin Pro Start, justement pour retrouver toute la formation Spin Pro Start qui est gratuite sur YouTube avec plus de 10 épisodes et des bonus. Je vous laisse aller regarder tout ça en commençant par la première vidéo. Pour nous, justement, si vous avez vu les précédentes vidéos de cette formation, on est parti justement pour regarder les bluffs. Et ce qu'il faut savoir avec cette petite introduction, c'est que les bluffs au poker, c'est très difficile. C'est probablement la chose la plus difficile. On a tendance tout le temps à pas trop bluffer. Et je vais vous montrer justement comment corriger ça et comment s'améliorer avec cette petite introduction sur 4 points déjà que vous allez voir ici. Pour l'instant, c'est quasiment sûr que tu ne bluffes pas du tout assez. Hein, j'ai fait à peu près plus de 500 appels pour parler du programme Spin Pro avec des élèves qui sont passés avec moi, puis d'autres qui ont décidé de ne pas continuer avec moi. Et ben, on a eu à peu près 4-5 joueurs seulement qui bluffaient trop par rapport à ce qu'ils devraient faire. Vous vous rendez compte, c'est très faible. Ça veut dire que seulement 1% des joueurs à peu près qui commencent au poker et qui n'ont pas beaucoup de base, si vous voulez, ou juste qui ont un petit niveau, sympa, mais sans plus. Et ben, ces joueurs-là, il y a seulement 1% des joueurs qui ont tendance à trop bluffer. Okay, donc ça veut dire que tout le reste des joueurs, même dans trop bluffer, si vous voulez, j'ai mis les joueurs qui bluffaient suffisamment. Donc on voit qu'en fait, en réalité, la plupart du temps, et vous avez 99% de chances en fait d'être trop passif. Okay, donc ça va être important justement de savoir quand bluffer et savoir ce qui va vous faire prendre plus de bluffs. Et c'est super important d'être concentré sur cette vidéo-là et de prendre quelques notes justement pour mettre en place ces bluffs-là. Donc probablement tu bluffes aussi les mauvais spots. Hein. C'est ça le plus complexe en fait en réalité, c'est de choisir les bons spots à bluff. Et c'est aussi pour ça que vous décidez de pas trop bluffer parce que c'est difficile de trouver les bons spots et vous savez pas trop, vous en prenez un, il passe pas parce que c'est un mauvais spot, et c'est un peu un cercle vicieux du coup, dans le sens où vous tentez un bluff, il passe pas, donc vous en tentez moins, puis au fur et à mesure, vous en tentez de moins en moins, et vous devenez assez passif sur vos bluffs. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, techniquement, tu es censé avoir presque autant de bluffs que de value dans chaque spot. Ça veut dire que si tu vas miser 10 mains en value river, ça veut dire que tu devras avoir presque 10 bluffs. C'est pas tout le temps comme ça, mais on n'est pas loin de cette logique-là. Mais c'est quand même important de s'en rendre compte parce que c'est possible que pour l'instant, tu aies 10 mains en value, par contre, tu as un bluff, voire zéro. Okay, donc c'est quand même important d'avoir juste cette idée-là, de se dire que c'est presque autant en réalité. Et même, justement, si on va un peu plus loin, techniquement, le field est trop passif. Les joueurs sont un peu trop passifs, même si des fois, beaucoup de joueurs ont l'impression l'inverse, mais je peux te l'assurer que statistiquement, le field est beaucoup trop passif. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo précédente sur les ISO non que c'était largement beaucoup trop passif. Donc, tu devrais bluff encore plus. Donc, presque, toi, si tu veux, tu as 10 mains en value et une en bluff, okay, dans un spot, alors qu'en théorie, tu devrais avoir 10-10, et en exploitation, tu devrais avoir 20 bluffs et 10 mains en value. C'est important de s'en rendre compte, et c'est pour ça que c'est sûr et certain que tu ne bluffes pas du tout assez, et donc on va travailler là-dessus. C'est pour ça que cette introduction, c'est pour s'en rendre compte, c'est une prise de conscience en fait des travaux qu'il y a à faire, si vous voulez, et on est parti pour commencer les travaux. Donc on va voir quelques indices pour trouver un bon bluff à faire. Pas besoin que toutes les conditions soient réunies, parce que vu qu'il va falloir en faire beaucoup, on n'attend pas le spot parfait pour que toutes les planètes soient alignées pour le faire, mais l'idée sera là. Okay, donc, les critères d'un bon bluff, c'est quoi? Les cartes du board font peur à ton adversaire. Un as, un roi, comment? Tu penses qu'il a je sais pas, par exemple, une paire de deux. Et puis là, tu as, voilà, un as ou un roi qui tombe. Ah, il peut avoir peur justement sur ces cartes-là. Donc, c'est des cartes qui vont faire peur à ton adversaire. Et donc, tu vas pouvoir potentiellement le faire fold. Ensuite, tu as de l'équité. Évidemment, si tu as un gut shot, un tirage flush, un tirage straight, peu importe, bah, ça va te donner de l'équité. Et c'est important de comprendre que ton bluff, en fait, c'est une addition entre la possibilité de faire fold ton adversaire, le pourcentage de fois où tu vas faire fold ton adversaire, plus le pourcentage d'équité qui te reste. Donc, si tu as 20% de chance de gagner le coup, puis tu vas faire fold 20% de ton adversaire, on va dire que tu as à peu près 40% d'équité quand tu mises. C'est vraiment là, je vulgarise à l'extrême. Hein. Mais c'est pour vous faire comprendre, c'est vraiment un mix de deux choses. À la fois de l'équité que vous avez, votre bluff, et à la fois aussi de la fold equity, donc la possibilité de faire fold de votre adversaire selon vous. Okay, donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc avoir de l'équité, c'est toujours sympa pour faire un bon bluff. Ensuite, ton adversaire monte de la faiblesse. Il a misé, puis il check deux fois par exemple. Ah bah là, dans ce cas-là, ok, il a misé peut-être en bluff ou avec une main faible, et puis après il arrête de miser. Donc il y a de grandes chances, dans ce cas-là, c'est vraiment probablement une main très faible qu'il a, donc ça peut être intéressant peut-être de tenter un bluff à ce moment-là. Ou par exemple, il a check deux fois, comme je t'ai mis, il check-check, bon, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas grand-chose. Ensuite, tu as une main qui n'a aucune chance de gagner en checkant. Ça, c'est important. Si tu vois que tu as 3 et 2, par exemple, tu n'as aucune chance si tu check de gagner. Dans ce cas-là, il est fort intéressant de bluffer, parce que vu que tu ne peux pas gagner le coup, autant tenter un truc presque que de laisser tomber cette main-là.
systématique, mais c'est souvent le cas aussi. C'est important d'avoir ce critère-là aussi de temps en temps. Ensuite, tu peux bet suffisamment pour le faire fold. Évidemment, s'il y a 20 blindes dans le coup, hein, j'extrapole, mais c'est pour que tu te rendes compte. S'il y a 20 blindes au milieu de la table, et tu rajoutes une blinde, parce que tu peux plus que mettre une blinde, bah, ça sert à rien, parce que là, tu n'as aucune chance de le faire folder ton adversaire. Évidemment, il va te call tout le temps, parce qu'il doit mettre un pour gagner 22, parce qu'il va call ta blinde, plus les 20 au milieu, plus la sienne. Donc ça va faire un pour gagner 22. Donc évidemment, là, ça sert à rien, tu peux pas bet suffisamment pour le faire fold. Donc ça, c'est aussi important, de pouvoir faire un sizing suffisamment conséquent pour le faire se coucher. Ça me semble important aussi de le notifier. Donc voilà les critères d'un bon bluff. Donc pas besoin de les avoir tous. Si tu en as qu'un, c'est un peu juste, mais si tu en as deux, trois, ça commence à être vachement intéressant pour pouvoir potentiellement tenter un bluff. Alors, il y a trois erreurs typiques des bluffs pour les débutants, souvent, et je vais vous les montrer justement, ce qui vous fait ne pas assez bluffer, ce qui vous fait prendre de mauvais bluffs, etc. On va les aborder ensemble, on est parti. Première chose, c'est d'être résultat orienté. C'est pas parce que ton bluff passe qu'il est bon, ok? Hein, c'est pas parce que tu as fait folder ton adversaire c'est que c'est réussi. Exemple, je prends un exemple, encore une fois, on extrapole, mais c'est important pour comprendre. Si par exemple, tu décides de faire tapis avec 25 blindes avec 7 et 2. Évidemment qu'il y a de grandes chances que ton adversaire se couche. Pour qu'il te couche 25, pour qu'il call 25 blindes, pardon, il faut qu'il ait des bonnes mains. Mais c'est pas pour ça que c'est bien de faire tapis 25 blindes avec 7 et 2. Ok? C'est vraiment de l'en extrapole, mais c'est juste assez logique. Et pareil pour tous tes bluffs que tu vas prendre et que tu vas mettre en place. Et pareil pour l'inverse. C'est pas parce qu'il échoue qu'il est mauvais. Imagine, je décide de faire un 3 barrel en bluff. Donc je mise flop, je mise à la turn, je mise à la river en bluff. Ok? Tous les critères sont réunis. Mais mon adversaire a juste full, par exemple. Bah, évidemment qu'il va pas folder full. Juste il a la meilleure main possible, il va pas la folder. Vous voyez? Donc c'est aussi cette idée-là. C'est on essaye de faire coucher des mains, mais on va pas tout faire coucher non plus. Si votre adversaire a la meilleure main du jeu, qui fait que de checker et vous faites que de miser, bon bah juste pas de chance, j'ai envie de vous dire. Donc il faut réfléchir aussi à ça. C'est vraiment on peut pas lier le fait que votre bluff a réussi ou pas avec le fait qu'il soit bon ou pas. Ok? Donc je vous ai mis un petit conseil que je conseille tout le temps à mes élèves justement. Réfléchis à ce que tu veux faire fold. Si ton adversaire call avec ce que tu voulais faire fold, c'est un mauvais bluff. Imagine, je veux faire fold une cinquième paire et mon adversaire me call avec sa cinquième paire, bah, c'est raté. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai espéré faire fold quelque chose et ça n'a pas marché. Donc mon bluff est mauvais, probablement, ou le profil de vilain m'a surpris. Donc je pense que mon adversaire est trop CS, justement, il a tendance à un trompe call. CS, ça veut dire calling station, c'est quelqu'un qui call trop. Donc vous avez peut-être mal lu le profil adverse, donc il faut prendre la note, etc. Mais la plupart du temps, vous essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire fold. Si vous n'y arrivez pas et on vous call pile ce que vous voulez faire fold, bah, c'est un mauvais bluff. Et si je reprends ce cas-là, imaginez river, je veux faire fold d'une cinquième paire. Je mise en conséquence pour faire folder une cinquième paire et mon adversaire me call avec top paire. C'est pas pour ça que mon bluff est mauvais. C'est parce que je voulais faire fold, donc tant pis. Je savais que s'il avait top paire, il allait me payer. C'était pas mon objectif. Ok. Donc c'est aussi important de se rendre compte de ça. C'est pas une science exacte non plus. Hein. C'est pas parce que vous êtes dit, moi je veux faire fold une cinquième paire et qu'il fold justement une cinquième paire que c'est un bon bluff. Hein. C'est pas forcément sûr. Parce que si ça se trouve, c'était pas pertinent d'essayer de bluffer ce spot-là parce qu'il y avait trop de chances qu'il ait une bonne main, etc. Mais ça n'empêche que c'est un bon conseil pour savoir si, pour pouvoir juger en fait si votre bluff est bon ou mauvais. Ok. Ensuite, les sizing. Un bluff se calcule mathématiquement. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Plus tu mises gros, ok, plus tu fais un gros sizing, plus ton bluff doit passer souvent. Parce qu'évidemment, sinon, tu fais tapis 25 blindes tout le temps, et comme ça, bah, tu te dis, bon, bah, ça fait que de se coucher en face. Oui, mais pour que justement ça fonctionne, il faut que ça passe très très régulièrement. Donc pense toujours à ça. C'est vraiment important. Je t'ai mis un petit exemple comme ça, mais on pourrait faire 100 000 exemples. Hein, mais pour une mise 50% river, donc par exemple, il y a 10 au milieu, tu décides de miser 5, ok, donc là, bon, bah, 50% de ce qu'il y avait dans le pot, ok, ça doit passer plus de 33,3% du temps pour être rentable. Si ça fait 33,3%, bah du coup, c'est juste, ça gagne rien, ça perd rien ton bluff. Si ça passe 40%, ton bluff est rentable. Ok. Si ça passe 20%, ton bluff est perdant sur le long terme. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et si tu décides de faire 100% river, ton bluff doit passer plus de 50% du temps pour être rentable. Ok. Ça, c'est vraiment important d'avoir en tête ce truc-là, parce que sinon, justement, vous allez faire des erreurs pour ce qui est de trouver comment, par exemple, si vous décidez de miser 25%, combien de fois il faut que ça passe, etc. Je vous laisse regarder sur Internet, ça se trouve assez facilement. J'ai juste pas voulu vous l'expliquer dans cette vidéo-là parce que c'est pas comment le plus important et c'est pas le sujet dans cette vidéo-là, mais ça se trouve facilement sur Internet. Faites deux trois recherches, je vous laisse, vous allez tout trouver. La formule est assez simple, hein, j'aurais pu vous l'apprendre, mais c'est juste c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez approfondir un peu tout ça pour savoir justement à combien de pourcents du temps votre bluff doit passer. Voilà, je vous laisse aller regarder ça pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va avoir la troisième erreur, c'est d'avoir peur. Ok. Si tu penses que ton bluff est bon, fais-le. C'est important. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça soit basé que sur un feeling, mais si tu te dis, ouais, j'ai pas mal d'arguments pour le faire, il faut le faire. Pourquoi? Parce que souvent,
vous avez pas trop de mal à partir à tapis, hein, je prends vraiment le préflop, vous avez pas de mal à partir à tapis parce que, ben, vous savez que si vous perdez, vous allez vous dire: «Bah, OK, j'avais la meilleure main, j'avais as-roi, j'ai perdu, j'ai vraiment pas de chance, c'est bien joué, je suis parti devant à tapis, j'avais as-roi, mon adversaire m'a call roi-dame, j'étais parti devant et j'ai juste pas eu de chance. Donc j'ai bien joué, j'ai pas eu de chance». Ce qui est assez faux, hein. D'ailleurs, hein, le but du poker, c'est pas de partir tout le temps, devant à tapis, sinon on jouerait qu'avec les as, hein. Le but, c'est aussi de faire coucher souvent son adversaire, d'où l'intérêt des bluffs et cetera, et donc le but, c'est de gagner le plus de jetons, c'est pas de partir à tapis devant et ça, souvent, beaucoup de personnes, comment font l'erreur, donc ça me permet aussi d'en parler, de ce point-là et ça, je sais que c'est vraiment le truc que beaucoup de personnes, me disent, c'est: «Moi, je pars à tapis devant, pourtant je perds». Oui, mais si les autres coups, moi je l'ai fait folder 10 fois mon adversaire et puis qu'après, je pars à tapis avec, 45 de chances de gagner, bah, je m'en fiche un petit peu, hein, si j'ai gagné déjà 10 blindes avant. Vous voyez? Donc, c'est aussi cette idée-là et souvent d'ailleurs les meilleurs joueurs, c'est pas qu'ils partent pas en fait, ils partent légèrement plus souvent à tapis, devant, si vous voulez. Donc, c'est très léger, hein. Alors qu'un joueur mauvais, justement, va partir quasiment tout le temps à tapis, devant par rapport à son adversaire. Juste parce que, bah, il va jouer qu'avec les bonnes mains. Si je joue tout le temps avec les as, je peux vous assurer que je serai perdant, mais par contre, je partirai toujours à tapis devant, parce que dès que je pars à tapis, j'ai les as. Donc, vous voyez, c'est pas, ça n'a pas trop de sens de dire ça, c'est quand même important. Mais donc, revenons justement à nos bluffs. Justement, il ne faut pas avoir peur parce que souvent, on se dit ça quand on est en value. Par contre, du coup, quand on a une bonne main, on se dit ça. Par contre, quand on est en bluff, justement, dès qu'on va le rater, on va se dire: «Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai raté mon bluff». Alors, du coup, ça va nous forcer inconsciemment à moins bluffer. Alors que, du coup, il ne faut pas tomber dans ce piège parce que c'est pas parce que tu as raté ton bluff qu'il n'est pas bon. Un bluff, ça ne doit pas passer 100% du temps. On l'a vu juste sur la slide précédente, qui est juste ici. Un bluff, il peut passer 33% du temps et il est rentable. Si par exemple, tu as misé 25% river et il passe 33%, prends cet exemple-là, c'est rentable, c'est intéressant ton bluff. Mais pourtant, un bluff qui passe que 33% du temps, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. On a l'impression qu'il passe jamais, presque. Bah, il passe qu'une fois sur trois. Mais pourtant, il est très rentable si tu as misé que 25%. Tu vois? Donc c'est aussi ce truc-là de se dire, ok, moi je bluffe pas pour gagner tous les coups, je bluffe pas pour qu'il passe à chaque fois. Je bluffe pour le réussir suffisamment de pourcent du temps pour que ça soit rentable. C'est vraiment ça qui est super important d'avoir en tête. Donc, essaye de faire des bluffs, tente des choses, essaye de mettre en place. Si tu vois que tu as des critères pertinents, essaye de les tenter. Et tombe pas dans le piège de dire: «Oh, j'ai raté mon bluff, j'ai fait n'importe quoi, j'espie mon tournoi ou j'espie mon spin». Non, ça n'a pas de rapport. C'est vraiment super important et j'insiste là-dessus parce que je pense que les bluffs, il y a un vrai aspect mental et un déblocage à faire pour se dire: «Ok, bah là j'y vais, comment? Entre guillemets, j'ai plus peur de tenter des choses et au pire je me rate, c'est pas grave, je rate mon bluff, mais j'essaye d'apprendre pourquoi il était bon, pourquoi il était mauvais, etc. J'essaye de le revoir et essayer d'améliorer ma stratégie en bluff et pas me dire: bon bah je bluffe pas, comme ça je prends aucun risque et je joue en espérant partir tout le temps à tapis devant. Parce que ça, c'est pas du tout la bonne stratégie. Entre guillemets, si vous faites ça, vous êtes sûr d'être perdant, si vous voulez, ouais, en essayant de jouer qu'avec des bonnes mains. Que si vous essayez de bluffer, etc., oui, vous pouvez vous rater, mais oui, vous pouvez réussir à avoir des bons résultats. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Donc voilà pour cet aspect-là. Je pense que ces 3 points-là sont super importants pour avoir un petit peu ce déclic mental et puis aussi un petit peu cet aspect stratégique sur le choix du sizing. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de partir sur un quiz de 5 bluffs. Vous aviez vu la slide dans quelques secondes. Et justement, on va essayer de juger si le bluff est bon ou mauvais. Je vais vous en montrer 5 et vous allez me dire, et vous essayez de répondre, est-ce que le bluff est bon? Je vous laisse noter sur une feuille ou juste vous le notez sur un petit, sur un petit document sur l'ordinateur ou le téléphone, peu importe, à côté, ou juste vous essayez de retenir, parce que du coup, on va enchaîner les 5 bluffs et vous allez dire oui, non, oui, non, oui, non, par exemple, et après, on prendra le temps de la correction juste après. Donc, on est parti avec ce petit quiz. Vous êtes en HUSB, vous allez voir les 4 premiers spots, c'est les mêmes si je ne me trompe pas. Vous êtes en HUSB, donc héros, c'est vous. Quand il y a écrit héros, c'est vous, et quand il y a écrit vilain, c'est votre adversaire. C'est comme ça qu'on l'appelle au poker. Donc, vous êtes en SB contre la Big Blind, en HU. Le board, c'est As, 5, 2, 8. Ok, je crois que j'ai fait que des bluffs qui vont jusqu'à la turn et pas la river pour faire très simple. Donc As 2, 5, As 5, 2, 8, pardon, et vous avez 6 et 7. Vous décidez de relancer préflop 2 bébés contre un joueur récréatif. Prenez en compte tous les éléments, hein, mettez pause s'il faut. Ok, vous relancez 2 blindes. Vous décidez de miser pardon, une blinde au flop. Votre adversaire vous call encore. Et vous avez call préflop évidemment. Il vous call au flop encore. À la turn, vous décidez de miser 3 blindes. Ok, donc on ne sait pas ce que fait votre adversaire, mais on s'en fout. On veut juste savoir si notre bluff il est bon. Ok, donc selon vous, est-ce que c'est un bon bluff sur avec 6 et 7 de relancer 2 blindes préflop, puis de miser une blinde au flop sur As 5-2, puis de miser 3 blindes à la turn sur As 5-2, 8. Je vous laisse réfléchir justement si c'est un bon bluff ou pas. Passons à la main suivante. Le même spot, encore une fois, comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête. Cette fois-ci, vous aviez As de suité, donc vous décidez de relancer 2 blindes préflop contre un joueur récréatif. Vous misez une bébé au flop, il décide de vous call. Vous misez 3 bébés à la turn. Est-ce que c'était un bon bluff dans ce scénario-là? Je vous laisse justement y réfléchir, répondre oui ou non. Vous mettez pause si besoin, nous on passe à la suite. Vous avez cette fois-ci As-Roi, ok? Vous relancez 2 blindes préflop contre un joueur récréatif.
il vous call, évidemment, vous misez une blinde au flop, il vous call, vous misez 3 blindes à la turn. Donc en fait, c'est à chaque fois le même scénario si vous voulez, mais vous avez des mains différentes, des boards différents. Point. Donc est-ce que là, c'était un bon bluff avec As-Roi? Encore une fois, prenez le temps, mettez pause et essayez justement d'y répondre avec oui ou non. Ok, je vous laisse faire ça, on va passer à la suite. Vous pouvez mettre pause, vous avez cette liberté de le faire à votre rythme. Ensuite, du coup, le même spot, encore une fois, je vois justement que j'ai oublié de vous donner une petite information sur la turn en fait. Hein. Le board, ça va être valet 10-6 et un 2 à la turn. Ok, comme ça, vous avez un petit peu plus de contexte sur cette main-là. Donc, est-ce que c'est pertinent de miser deux blindes préflop contre un joueur calling station? Donc là, le profil a changé du joueur. Vous misez une blinde au flop, il call. Vous misez trois blindes à la turn. Est-ce que c'était pertinent ou non? Le board, c'est valet 10, 6 et 2 à la turn. Je ne l'ai pas noté, j'ai oublié, mais c'est un 2 à la turn. Ok, donc est-ce que c'était un bon bluff? Oui ou non? Avec ce roi set off, je vous laisse y réfléchir. Et on va voir ce dernier spot. Là, pour le coup, ça change. Faites attention. Vous êtes en big blind cette fois-ci contre la SB. Ok. Et le board, c'est 8, 8, 4, 9, 6. Vous avez 7 et 3. Ok. De toute façon, je vous laisse prendre le temps de revoir, lire, etc. Je sais que quand je le dis vite, c'est pas forcément facile de se poser la question, mais le but, c'est de faire pause et de regarder. Ok. Ici, vilain décide de limper préflop. Ok. Vous décidez de check back, ok, très important, parce que vous avez 7 et 3, vous auriez pu l'ISO en bluff, mais là, c'est pas ce qu'on va faire dans ce spot-là. Au flop, vous décidez de checker, votre adversaire check aussi. À la turn, vous décidez de checker, votre adversaire check aussi. River, vous décidez de miser 1,75 BB, ok. Le pot, il fait 2 blindes pour vous aider, parce que vous avez votre adversaire à limper, vous avez check back, donc il y a 2 blindes, ok. Donc vous décidez de miser 1,75 river. Est-ce que c'est un bon bluff? Oui ou non? Je vous laisse essayer de réfléchir à ça. Ok, je vous laisse mettre pause s'il y a besoin. Nous, on va passer à la suite, justement. Et donc, pour ceux qui veulent juste savoir comment faire des meilleurs bluffs et avoir justement des meilleures lines en règle générale, je vous conseille justement de discuter avec nous de Spin Pro parce que dans Spin Pro, le programme justement d'accompagnement pour aller un peu plus loin, hein, ce qui a écrit justement sur mon pull, juste pour que vous l'ayez en tête, bah, justement, on va bluffer via de la MDA. La MDA, c'est quoi? C'est vraiment se baser sur les stats justement pour exploiter nos adversaires. Et donc, il y a des sizings qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Je vous en parlerai un petit peu dans les prochaines vidéos aussi. Je ne vais pas vous laisser sans ça. Mais il y a ça qui est important. Il y a des spots où on doit 3 barrels en bluff, peu importe notre main, juste en fonction de plusieurs critères qui n'ont rien à voir avec notre main et la force de notre main, si vous voulez. Et ça, justement, on va vous l'enseigner à la fois avec des coachings personnels, des coachings de groupe, des vidéos, et aussi on va le mettre en pratique avec le jeu au flop et à la turn pour vous entraîner justement à mettre en place tout ça, et aussi des cartes mentales qui vont vous le montrer. Et je vais vous montrer ça en quelques millisecondes. Justement, pour voir le jeu, c'est exactement ça. Vous allez avoir par exemple un board, ici, vous avez votre main, et vous allez pouvoir justement effectuer votre c-bet, par exemple, qui est bien joué. Derrière, vous allez pouvoir deal la turn, ok, et vous allez pouvoir jouer directement la turn, ce qui vous permet de vous entraîner, évidemment, sur les boards, etc. Et surtout, alors là, on va mettre une réponse un petit peu rapide, mais vous allez pouvoir avoir des scénarios. Alors là, évidemment, la carte mentale est floutée, hein, parce que c'est aussi toute la stratégie qu'on met en place à la turn, mais vous allez avoir une stratégie via des cartes mentales à chaque fois. Et comme ça, vous avez juste à apprendre les lines, si vous voulez, et les mettre en place. Donc ça va vous dire, par exemple, qu'il faut 2 barrels en value avec tel sizing et avec tel type de main ou mieux. Et comme ça, vous allez savoir pile ce qu'il faut faire. Et tout ça, c'est basé sur des stats, sur des maths pour avoir toujours les meilleures lines dans les meilleurs spots de manière ultra simplifiée. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ça et qui veulent aller plus loin, justement, et qui sont motivés, qui veulent vraiment franchir un cap, réservez votre appel 100% offert sans engagement et vous allez pouvoir justement découvrir comment on vous accompagne. C'est www.spinpro.fr/appel. On va répondre à vos questions, discuter de vos objectifs, on va choisir tout ce qui est pertinent. Est-ce qu'il vous faut les jeux, est-ce qu'il vous faut du coaching de groupe, des programmes vidéo, etc. On fera ça ensemble et ça vous engage absolument rien. Donc prenez le temps, le lien est dans la description pour ceux qui en ont besoin. Et nous, justement, on va passer à la correction de tous nos bluffs, justement, pour voir s'ils étaient pertinents ou non. Donc on va regarder ça. Premier, est-ce que c'était un bon bluff? Vous voyez la réponse directement, c'était oui, mais je vais vous expliquer pourquoi aussi, c'est ça qui est important. Donc on relance préflop de bébé contre un joueur récréatif. Bon, un joueur récréatif, donc déjà on peut mettre une stratégie en place de bluff, on sait qu'on doit bluffer encore plus même. Donc ça c'est ok, je vois pas le problème avec 6 et 7 d'avoir relancé, bon ok. Ok. On décide de miser une blinde au flop. On décide de faire un c-bet sur un board As-5-2. On avait vu que 25% c'était pertinent dans les vidéos précédentes. Donc là, aucun scandale là-dessus. Il call. Turn, on décide de miser 3 blindes à la turn. Et bien ça, je trouve ça plutôt pertinent. Pourquoi? Parce que le 8 est une carte qui va faire quand même un peu peur au 2 et au 5. Pas la meilleure carte, mais ça va faire un petit peu peur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet As aussi va faire peur à notre adversaire. Il a peut-être call des 5 et des 2, donc à force, il va se dire, ouh, il a relancé, il mise au flop, il mise la turn, peut-être il a un As, notre adversaire. Bah, donc il va pouvoir avoir peur de ça. Ok. Et en plus de ça, mais surtout le vrai bon argument, c'est qu'on a une main 6 et 7 qui nous donne une open-ended. Open-ended, c'est quoi? Ça veut dire qu'on joue un tirage par les deux bouts. Donc là, vous voyez, on a le 5, le 6, le 7, le 8. Ça veut dire qu'il nous manque soit le 4, soit
le 9 pour faire une straight. Donc on a aussi de l'équité. Donc si vous voulez, enfin, quasiment tous les critères sont réunis et en plus de ça, 7 et 6, c'est une main qui ne gagnera pas au showdown. Hauteur 7, c'est pourri, si vous voulez, pour faire très cash, hein. C'est vraiment pourri comme main. Donc on est obligé de la bluffer. Donc on a vraiment quasiment tous les critères pour faire un bon bluff. Donc là, il fallait bluffer dans ce spot-là. C'est un très bon bluff qui a été mis en place ici. Ensuite, on avait cette deuxième main où là, pour le coup, c'était pas un bon bluff. Pourquoi? Je vais faire simple, la relance, pourquoi pas, le bet une blinde au flop, pourquoi pas. Par contre, à la turn, il ne faut pas miser. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une main qui peut gagner au showdown. On a As-2, on a une paire de 2. Donc, on ne va pas miser, alors qu'en fait, on ne sait même pas si on est en bluff ou en value, parce que à la fois on gagne contre quelques mains et à la fois on perd contre des autres. Et vous voyez, on peut gagner au showdown. Et vu qu'il y a cette possibilité de gagner, on va checker jusqu'au bout en espérant pouvoir montrer notre main et que notre adversaire nous montre, par exemple, As-4 et qu'on gagne le coup. Vous voyez, c'est vraiment super important de se dire que là, aucune raison de miser parce que on n'est ni en bluff ni en value. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous devez toujours, mais ça, c'est au poker en règle générale, soit vous êtes en bluff, soit en value, mais pas dans l'entre-deux. Et là, on est dans l'entre-deux, donc c'est pas du tout un bon bluff dans ce spot-là. Continuons encore un petit peu justement avec la main suivante, où là, comment? On est encore dans le même spot et on va regarder. On est contre un joueur passif, donc Open As-Roi, aucun souci, ça me va. Miser au flop et comment? Bah déjà, là, ça commence à être un peu moyen parce que 8-5-2, il n'y a pas trop de cartes qui vont faire peur à notre adversaire. On a une main justement qui peut gagner hauteur As, hein, si notre adversaire a roi 10, dame valet, valet 10, etc. Ça risque de check tout du long et on va gagner le coup. Donc, pas forcément très intéressant de bluffer. Donc là, déjà, je suis pas trop fan. Ok? Partons du principe quand même qu'on mise, ça c'est pas forcément un scandale, même si j'aime pas trop, c'est pas forcément un scandale. Par contre, miser que 3 de blindes à la turn. Encore une fois, on est dans le même spot que le spot précédent. Entre guillemets, là, on bat encore des mains genre des 6 et, pas 6 et 7, mais par exemple 7 et 9 qui a call au flop, ou même roi 10 qui a pu nous call au flop, ou même une main genre As 6 qui a pu nous call au flop, As 7, etc. On bat encore ces mains-là. Donc aucun intérêt de bluff parce que à la fois on bluffe des mains et on va faire fold des mains que l'on est en train de battre, et puis toutes les mains qui vont nous call, ça va être des 8, des 5, des straight, et donc des mains contre lesquelles on perd. Donc vous voyez, si on va faire fold des mains qu'on bat, donc aucun intérêt, et on va faire call des mains contre lesquelles on perd. Donc aucun intérêt non plus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas un bon bluff. Il fallait mieux checker pour essayer d'aller gagner le coup en showdown, donc en montrant notre main à la river si vous voulez. Donc là, pas un bon bluff du tout. On arrive sur cette main-là, où le board, justement, on avait dit qu'il y avait une petite subtilité, je ne l'avais pas noté, c'est valet 10, 6, 2. Ok. Là, est-ce que c'est un bon bluff? Bah non. Pourquoi? Parce que, bon, relancer avec roi 7, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, ça me va, c'est pas non plus un scandale. Ça dépend un peu de vos ranges, etc. Mais bon, peu importe, hein, comment je me suis pas basé là-dessus, mais c'est pas un scandale. Mais on est déjà contre un joueur Calling Station, donc c'est pas forcément le joueur qu'on a envie de bluffer. Calling Station, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va comment avoir tendance à trop call, hein, et avoir du mal à folder. C'est pas forcément un joueur qu'on a trop envie de bluffer, hein, vous vous en doutez. Donc miser une blinde au flop, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, on peut essayer, il y a deux cartes hautes. Pourquoi pas essayer, c'est pas un scandale. On aurait pu checker contre un joueur Calling Station, mais on peut miser, c'est pas un scandale, ça me choque pas. Par contre, continue à la turn. Quel est l'intérêt? Contre quelqu'un de Calling Station, il va quasiment tout le temps nous call. S'il a un tirage, il va nous call. S'il a un 6, un 2, un 10, un valet, il va nous call. Et sinon, bah, s'il a un as, il va nous call aussi. Et puis s'il a moins bien qu'un roi, il va fold, mais on le battait déjà. Donc ça sert à rien de bluffer encore une fois. Et donc là, les seules mains qu'on fait fold, c'est des mains qu'on bat déjà. Parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt, hein. Si là on fait fold, j'en sais rien, une main genre 4 et 5, même si c'est pas sûr qu'il va folder, je pense que oui, mais ça n'a pas un énorme intérêt en fait de faire fold 4 et 5. Je pense qu'il aurait fold de flop. Mais ça n'a même pas trop d'intérêt de faire fold 4 et 5. On a roi 7, on gagne déjà. Vous voyez? Donc encore une fois, on va faire fold des mains qu'on bat déjà, donc aucun intérêt, et on va faire call des mains qui nous dominent, donc aucun intérêt. Donc c'est pas du tout un bon bluff ici. Aussi parce que le profil est mauvais en face, hein. Le profil de Calling Station, c'est vraiment un joueur qu'on n'a pas envie de bluffer, parce qu'il va trop call, donc nos bluffs vont pas bien fonctionner. Donc faites attention à la fois au profil, et puis même là, le spot n'est pas forcément très intéressant. On va avoir un dernier spot, où là, pour le coup, il va falloir tenter un bluff. Pourquoi? Et là, ça va être un petit truc un petit peu différent. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes en big blind contre la SB. Mais là, si vous regardez bien, je ne vais même pas vous parler trop de notre main, etc., même si notre main a quand même un impact, il y a deux choses importantes ici à remarquer. À la fois, notre adversaire montre aucune force. Et on avait vu que si notre adversaire ne montre pas beaucoup de force, on peut bluffer. Vous voyez, il limpe peu près flop. Bon, c'est pas énorme, il aurait pu relancer, il aurait pu faire tapis, donc c'est pas énorme. Au flop, il check, c'est passif. À la turn, il check, c'est passif. Donc, il nous a montré tout du long qu'il n'avait pas une main exceptionnelle, si vous voulez. S'il avait un 8, un 4, il aurait misé, un 9 certainement, un 6 aussi, peut-être straight aussi, etc. En plus de ça, nous, on a hauteur 7. On ne va pas gagner le coup. Donc, il est intéressant de miser. C'est pas forcément le meilleur sizing, 1.5, on le verra plus tard. Mais ça reste 1.75 par exemple, c'est pas le meilleur sizing, mais ça vaut le coup d'être tenté dans tous les cas. Ok. Donc, est-ce que c'est un bon bluff? Oui, parce que notre adversaire montre de la faiblesse et on a une main faible. Donc, c'est pertinent de tenter un bluff
ici. Donc, je vais vous donner encore un conseil important. Déjà, vous avez une note sur 5, hein, si vous voulez la partager dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est important pour le référencement de cette vidéo. Plus cette vidéo sera bien référencée, plus ça m'incitera, si vous voulez, à continuer cette formation et à rajouter de plus en plus d'épisodes. Oui, il y a déjà une dizaine d'épisodes de prévus, mais je pourrais en faire plus si je vois qu'il y a un vrai engouement sur cette formation sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, encore un autre conseil important que je vais vous partager maintenant, c'est de raconter quand même une histoire crédible. C'est pas le plus important parce que on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, vos adversaires s'en fichent un petit peu justement de ce que vous êtes en train de faire. Ils réagissent juste par rapport à leurs mains, mais quand même, essayez de raconter quelque chose de crédible et pas quelque chose qui va faire croire à votre adversaire que vous avez rien. Donc, comme j'ai mis, pour faire un bon bluff, il faut faire croire que vous avez une main forte. Quand on parle d'une histoire crédible, c'est faire croire qu'on a une main forte. Donc, soyez crédible, comme je l'ai mis. Je vous ai mis deux exemples. Un où justement on représente une main forte et l'autre une main faible. La main 1, on mise une blinde au flop. On check la turn. Donc là, ça montre déjà. Bon, déjà, on mise au flop, bon, pourquoi pas. On ne sait pas trop si on a une main forte ou une main faible, mais voilà, peu importe, on peut avoir un peu de tout. Par contre, on check la turn. Si on avait une bonne main, on aurait continué probablement. Ok. Donc là, ça montre de la faiblesse. Et puis river, on mise que 3 blindes, pas très cher. Donc au final, si vous voulez, on a dit qu'on avait peut-être une main un peu, on ne sait pas trop au flop. À la turn, on dit on a une main faible, et puis river, on dit ouais, en fait, au final, j'ai une main. J'ai une main moyenne. C'est pas très crédible cette affaire-là. Hein, si vous voulez, vous représentez une main faible, voire un bluff ici dans ce spot-là. Pas une science exacte, encore une fois, mais vous voyez l'idée. Hein, c'est vraiment pour vous apprendre justement l'idée globale qu'on va avoir justement au poker. Que la main numéro 2, c'est tout l'inverse. On mise une blinde, puis 3, puis 8. Notre adversaire, il va se dire, bon, bah, peut-être il a une main, peut-être pas, ou là. Turn, ok, il continue. Il y a probablement et potentiellement une bonne main. Et river, tu remises encore, et bah, évidemment, tu augmentes ton sizing parce que le pot devient de plus en plus grand. Donc là, c'est tout l'inverse. Là, justement, tu représentes de la force. Tu as misé au flop, à la turn, à la river. Ici, pour le coup, ça peut être un bon bluff. Ça peut être aussi une bonne main en value. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux pas dire, OK, ici, il faut tout le temps value comme ça, puis il faut tout le temps bluff avec comme ça. C'est plus pour te donner une logique globale. Pour comprendre, en fait, que c'est important d'essayer de raconter une histoire où tu te dis, où ton adversaire va se dire, oula, quand même, hein, mon adversaire, il a une main. Donc c'est juste ça. Donc quand même, une augmentation des sizing, ça passe aussi par pas miser, puis checker, puis remiser, ça représente pas très fort. Ou pas checker deux fois, puis miser river, ça représente moins de force aussi. Donc vous voyez quand même pas mal de choses importantes pour essayer de construire des bluffs c'est quand même une considération à avoir en tête. Pour les autres, justement pour ceux qui veulent aller plus loin maintenant, ce que peux vous proposer, parce qu'avant je vous avais proposé justement d'aller voir le site spinpro.fr/appel pour ceux qui voulaient réserver un appel. Déjà juste pour le dire, pour ceux qui veulent voir la méthode justement qu'on met en place dans ces appels et qu'on met en place après dans SpinPro, bah, et aussi pas mal de conseils hein, pour progresser. Je vous laisse aller regarder justement spinpro.fr, www.spinpro.fr justement. Vous allez dans la description, il y a le lien, c'est une vidéo qui vous est offerte et vous allez découvrir toute la méthode qu'on met en place pour progresser plus vite. Et pour ceux qui veulent justement voir la prochaine vidéo et aller plus loin dans cette formation sur YouTube dans un premier temps, peut-être avant d'aller plus loin en règle générale, et ben je vous laisse regarder la suite avec grand plaisir. Je vais m'apprêter de vous faire cette vidéo-là sur la gestion de bankroll et le choix de la room. Justement, c'est super important de savoir avoir la bonne bankroll déjà et avoir aussi la bonne room parce que ça peut vous éviter pas mal d'erreurs et beaucoup moins de variance si vous choisissez la bonne room, mais aussi des résultats en plus. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Alors, on est parti, c'était Lucas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.